Allez, place tout de suite à Derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo et on va revenir aujourd'hui sur ces commémorations. 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, célébrée toute la semaine dernière, ce week-end. On va revenir avec vous, Pauline Godard. Bonjour Pauline. Bonjour Elisabeth. Sur ces poches de résistance allemande en France, des villes portuaires qui se trouvaient le long de l'Atlantique et de la Manche. Parmi ces villes portuaires, il y avait Dunkerque où vous vous êtes rendu avec Claire Pacalin. Vous nous avez ramené une image, un cliché, on va le voir et puis vous allez surtout nous le décrypter, nous le commenter. Oui, tout à fait. Et cette image, c'est l'image du corsaire Jean Bart, le héros de Dunkerque, comme vous pouvez le voir. Alors, on a fait un petit montage sur le avant et après. Après, donc là, c'est quand la statue a été découverte en 1945, puisque la ville a été libérée le 9 mai 1945. Et cette statue de Jean Bart a été miraculeusement épargnée. Alors, il y a toute une légende autour de cette statue. Certains disent que c'est parce que la pointe de l'épée du corsaire était pointée donc vers l'Angleterre et c'est ce qui l'aurait préservé, sauvé finalement des bombardements et des attaques et de l'occupation des Allemands. Il faut dire quand même qu'il y a 90% de la ville qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une des villes les plus détruites de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça donc on a décidé de vous montrer cette image aujourd'hui de cette statue qui trône encore miraculeusement. Et aujourd'hui, elle est toujours là sur la place Jean Bart. C'était une poche de résistance Dunkerque. Alors pour qu'on comprenne bien, les poches de résistance, elles sont longtemps finalement restées un front oublié dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On pensait plus aux victoires plutôt qu'à ces poches de résistance. Ce sont des villes portuaires, toutes des villes portuaires. Il y avait Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, Royan, Dunkerque, des villes portuaires que les Allemands ont tenues le plus longtemps possible. C'était un des ordres d'Hitler. Il fallait qu'ils se maintiennent jusqu'au bout. Par exemple, la poche de Saint-Nazaire, elle a été libérée le 11 mai 1945 et la poche de Dunkerque a été libérée le 9 mai 1945. Cette poche, elle était tenue par 12 000 soldats et par un amiral assez impitoyable, l'amiral Friedrich Fréjus. On va écouter les explications de cet historien, Olivier Vermersch, avec qui nous avons interviewé pour notre reportage tourné avec Claire Pacalin. On a le triste privilège à Dunkerque d'être l'une des villes les dernières libérées de France. On a aussi le triste privilège d'avoir connu la dernière offensive allemande. Puisque début d'avril 1945, on est à 20 jours du suicide d'Hitler, on est à un mois de la fin de la guerre, et Fréjus décide de faire une offensive sur un point au sud-ouest de la poche de Dunkerque, qui va mettre à mal les Alliés. Les Tchèques vont devoir utiliser leurs forces blindées pour arrêter. On va devoir bombarder le point d'attaque qui s'appelle le pont de Spicker. Il va y avoir une centaine de morts côté alliés, aussi du côté allemand. Et tout ça à moins d'un mois de la fin de la guerre, entre le 9 avril et le 15 avril. Et Hitler se suicide le 30. Donc on voit vraiment que c'était quelqu'un qui voulait aller jusqu'au bout de sa mission, un extrémiste tout simplement nazi. Voilà, on comprend bien que Dunkerque était extrêmement importante aux yeux des Allemands. Pourquoi exactement? Alors en fait, les Allemands la considéraient comme une forteresse parce que tout d'abord, elle était protégée côté mer par de nombreux blocos. Ces blocos, en fait, ce sont des constructions en béton où les soldats, finalement, on en voit d'ailleurs apparaître ici. Ça, c'est un blocos, ça, c'est un grand blocos. Et d'ailleurs, le général Friedrich Fréjus s'était installé dans ce premier blocos lorsqu'il a pris Dunkerque et il y est resté un long moment. Et ces blocos, en fait, les Allemands se mettaient là pour se protéger, mais aussi pour attaquer. Les Allemands, ils avaient tout fait en fait pour qu'aucun bateau ne puisse rentrer dans le port de Dunkerque et ils avaient construit donc tout le long du littoral ces différents blocos que l'on peut retrouver, comme nous l'explique Olivier Vermersch. Il y avait un blocos à la base du phare qui défendait l'entrée du port, et ils avaient aussi un point fortifié à la base de la jetée est qui se trouve de l'autre côté. Et il y avait ici des points offensifs avec des blocos avec pièces d'artillerie qui tiraient sur l'entrée du port. Donc un bateau qui se présente à l'entrée du port, il est touché forcément. Voilà, beaucoup de blocos. Les Allemands avaient aussi tout prévu côté terre pour préserver cette forteresse. Oui, tout à fait. Il fallait la protéger côté terre et en fait, ils l'ont fait grâce au système des écluses. Alors les systèmes des écluses qui étaient
déjà utilisé bien sûr par les Dunkerquois. Quand vous vous rendez à Dunkerque, il y a un endroit qui s'appelle les Quatre Écluses. Et là, vous pouvez découvrir en fait ces écluses. Et en fait, ils ont décidé d'inverser le système. En gros, à la base, ce système a été mis en place parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur des terres. Et en fait, au moment des marées basses, les Dunkerquois ouvraient l'écluse qui permettait d'évacuer l'eau douce vers la mer. Et en fait, ce qu'ont fait les Allemands, c'est que finalement, ils attendaient que l'eau se remplisse, ils attendaient que ce soit marée haute, et ils inversaient l'ouverture des portes. Et en fait, toute l'eau restait, rentrait l'eau de mer, et l'eau douce restait également, ce qui a complètement inondé les terres. Et en fait, les Alliés se sont retrouvés coincés, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas avancer avec leur artillerie lourde. Comment faire avancer un char dans des terres inondées? Et c'est vrai que ça a été vraiment ingénieux de leur part. Ça avait été déjà utilisé aussi avant, notamment par Dunkerque, pour se protéger d'autres fois aussi pendant cette guerre. Et finalement, ce système s'est un peu retourné contre eux. Et les Allemands l'ont donc utilisé. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que donc les Alliés ont contourné naturellement Dunkerque à cause de ces inondations. Et en contournant Dunkerque, c'est cette poche qui finalement a été créée naturellement. Je vous propose encore d'écouter Olivier Wehrmarch qui nous explique tout ça. La stratégie alliée, c'était pas du tout de prendre Dunkerque, parce qu'ils savaient que les Allemands avaient fait sauter les quais de Dunkerque en début septembre. Le port de Dunkerque, finalement, n'avait plus d'intérêt stratégique pour eux. Donc, ils l'ont contourné, ils l'ont maintenu, et ils espéraient qu'avec le bombardement, l'artillerie, l'aviation, les coups de main de temps en temps, ils allaient se rendre. Finalement, ça n'a pas été le cas. Voilà, vous avez eu la chance aussi, Pauline, de pouvoir interviewer Stéphane Bijan. Il avait 15 ans lors de la capitulation allemande, quand il est rentré précisément chez lui à Dunkerque. Oui, c'était un entretien bien sûr évidemment très enrichissant. Ça fait partie des belles rencontres et de la chance qu'on a aussi nous d'interviewer des personnes comme ça qui ont pu vivre ces moments de l'histoire. Il a 95 ans aujourd'hui. Donc on le voit, ses souvenirs sont encore en grande partie très intacts. Il a beaucoup d'anecdotes à nous raconter. On aurait pu passer, et on a passé d'ailleurs plusieurs heures avec lui, c'était vraiment passionnant. Et un de ses derniers souvenirs, c'est un des derniers témoins de l'histoire. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que c'est important aussi toujours de continuer à transmettre. Il est rentré chez lui le 23 juin 1945 avec sa mère. Il nous a expliqué que son père et son frère étaient rentrés un tout petit peu plus tôt pour essayer de remettre la maison en état. La maison avait été complètement pillée. Il n'y avait plus de fenêtres, plus de portes. Écoutez son témoignage. C'était encore la ruine partout, c'était un désastre. Vous voyez les rats qui couvraient dans les rues. Et là, ça a été, je pense, pour mes parents, un moment difficile parce qu'il n'y avait pas de ravitaillement, il n'y avait rien de rien à ce moment-là, pendant les premières semaines. Enfin bon, la guerre était finie, c'était le principal. Et parmi ces nombreux souvenirs, il y a bien sûr cette date mémorable du 8 mai 1945. Ce jour-là, il a joué avec son accordéon qui finalement ne le quittait pas et ne l'a jamais quitté. Et il a joué cet hymne qui résonne encore en lui. Écoutez. On avait fait un petit cortège. J'avais joué en marchant le chant du départ, bien connu, hein, la victoire en chantant nous ouvre la barrière. C'était solennel et très beau à vivre, quoi. C'était la fin. Comment ça va? Ça va. Content de vous voir. Voilà, émotion toujours intacte, on le voit ici. Que vous a-t-il raconté précisément sur l'occupation allemande et son évacuation en octobre 1944? Alors que les Allemands, la plupart du temps, les laissaient tranquilles. Et comme il nous a dit, ils faisaient leurs affaires de leur côté. Je dis bien sûr la plupart du temps parce qu'il y a eu des événements affreux. Notamment, il y a un de ses camarades qui s'est fait fusiller. Et d'ailleurs, il m'a dit, on n'a jamais trop compris pourquoi, ce qui s'était passé exactement. Son père et son frère faisaient partie des FFI. Ce sont les forces françaises de l'intérieur. Son père et son frère faisaient donc partie de la résistance. Et il nous a expliqué en fait que pour lui, il l'a pas su tout de suite en fait. Il faisait le guet parfois, il savait pas trop pourquoi. Et voilà ce qu'il nous a raconté. Le soir, à 20h, mon père traversait la rue pour aller dans la cave d'une brasserie. Il avait un colis sous le bras, c'était le poste de radio. Et ils allaient écouter Londres et moi je me postais au carrefour pour voir s'il n'y avait pas un Allemand qui se pointait ou quoi, pour donner l'alarme.
Et puis un beau jour, mon frère m'a montré son brassard de FFI. J'ai été très fier. Alors, début 1944, il a été évacué avec sa maman. Sa petite sœur avait été évacuée, elle, 1 an avant. Ça a été une évacuation très rapide. Elle s'est faite avec 17 000 autres Dunkerquois. C'est une évacuation qui a duré à peine 2 jours. Un accord a été passé entre les Alliés et les Allemands. De toute façon, les Allemands, ils ne voulaient pas nourrir des bouches inutiles. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont permis cette évacuation. Il faut quand même rappeler qu'il y a 800 Dunkerquois qui sont restés, qui n'ont pas voulu quitter Dunkerque pendant cette période de la poche de résistance allemande. Et ses voisins laitiers lui ont proposé en fait de monter avec lui sur la charrette. Il n'y avait pas de place pour tout le monde. Sa mère est donc partie à pied. Ma maman, elle a dû faire comme tous les autres réfugiés, partir à pied. Et la chose la plus précieuse qu'elle a trouvée à emporter, c'était mon accordéon. Parce que je jouais de l'accordéon depuis l'âge de 8 ans. Ah oui, ce fameux accordéon dont il a joué, donc il l'avait toujours, il l'avait le 8 mai 1945 et il l'avait surtout parce que sa mère, en effet, c'est ce qu'il explique, eh bien, elle est partie avec une seule chose, un seul objet quand ils ont été évacués, c'est cet accordéon qu'elle a pris avec lui. Et il en jouait encore jusqu'à il y a une petite dizaine d'années, cet accordéon qui représente, je le disais tout à l'heure, tellement de choses pour lui. Et si aujourd'hui aussi Stéphane se souvient d'autant de choses, c'est grâce aussi à Olivier Vermersch qu'on a vu, cet historien. Ils se rencontrent assez régulièrement pour parler de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Olivier Vermersch pose des questions à Stéphane et comme ça lui permet aussi, lui, de se souvenir de beaucoup de choses. D'ailleurs, il nous a dit, Stéphane, qu'il ne pensait pas, finalement, qu'il y avait autant de choses et de souvenirs ancrés en lui. Et c'est ce qu'ils nous ont répété à plusieurs reprises. Ils sont là aussi pour être des passeurs de mémoire, et notamment aux jeunes générations, pour que rien ne soit oublié sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup, Pauline Godard, pour ce Derrière l'image.